Le président Trump a autorisé la vente du F-35, l'avion de guerre le plus avancé des États-Unis, à l'Arabie saoudite. La domination aérienne, autrefois garantie d'Israël, semble désormais remise en question. Dans le même temps, le prince héritier Mohammed Ben Salman déclare qu'il est prêt à rejoindre les accords d'Abraham. S'il existe une voie vers la création d'un État palestinien, cela est survenu quelques heures après le soutien unanime du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies au plan de 20 points pour Gaza de Trump. Les objectifs de guerre d'Israël sont-ils atteints ou sont-ils lentement démantelés à huis clos? Restez avec nous pour l'émission Israël sans diplomatie. Shalom et bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël sans diplomatie. Je suis Marc Regev et je vous parle depuis Jérusalem. Cette semaine, Ruti Bloom nous parle de New York en Amérique du Nord. Et Ruti, as-tu eu l'occasion de regarder hier soir la conférence de presse entre le président Trump et le prince héritier saoudien? Oui, je l'ai regardé. Qu'en penses-tu? Écoute, tu sais que j'ai des sentiments mitigés à propos de l'Arabie saoudite et de l'Arabie saoudite qui rejoint les accords d'Abraham. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait des accords et des intérêts communs entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, mais tu sais, je suis inquiète parce que même si les Saoudiens font partie de cette alliance contre l'Iran, ce n'est pas évident que nous puissions leur faire confiance. Riyad ne se retournera pas contre nous plus tard. Et un signe, c'est son insistance ridicule à toujours mentionner la création d'un État palestinien. Alors, Ruti, je pense que tu exagères les inquiétudes et que tu minimises les avantages de conclure un accord avec l'Arabie saoudite. Et c'est quelque chose que le président Trump veut, c'est quelque chose que Benjamin Netanyahou veut. Je pense que c'est bénéfique pour Israël et les États-Unis, si c'est réalisable. Maintenant, bien sûr, vous soulevez la question légitime de est-ce que vous savez, quand ils disent qu'ils sont un État palestinien, Israël ne l'acceptera pas, du moins pas de sitôt. Comment allons-nous obtenir cette percée avec l'Arabie saoudite? Et je pense que la réponse est est-ce que les Saoudiens veulent simplement cocher la case? En gros, veulent-ils seulement quelques mots ou attendent-ils vraiment que cela arrive? Et beaucoup de gens, des gens sérieux, pensent que c'est plutôt pour cocher la case. Ils doivent en quelque sorte dire à leur peuple et aux autres pays arabes et musulmans qu'ils ont obtenu quelque chose pour les Palestiniens. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de substantiel. Je vous rappelle le 60 minutes accordé par le président Trump il y a environ 2 semaines. Et quand on lui a demandé spécifiquement, vous savez bien, les Saoudiens n'accepteront pas la paix sans cet État palestinien, il a un peu répondu à la légère en disant « ce n'est pas sérieux ». N'est-ce pas? Mais vous voyez, c'est ça mon problème. Chaque fois que nous disons « eh bien », ces dirigeants arabes, ils doivent juste cocher la case, comme vous l'avez dit. Ou je dirais, ils parlent à leur peuple et ils doivent faire semblant d'y accorder de l'importance. C'est justement ce qui m'inquiète, je ne suis pas en désaccord. Je sais que les Saoudiens ne se soucient absolument pas des Palestiniens. On le sait parce qu'ils ne les aident jamais et ne font rien pour eux. Nous savons aussi que les Saoudiens détestent les frères musulmans. Et c'est ce qu'est le Hamas, et nous le savons. Mais si les dirigeants arabes estiment qu'ils doivent satisfaire la rue arabe, ce qu'on appelle ainsi, en faisant semblant de s'y intéresser, eh bien, qu'est-ce que cela vous dit sur la rue arabe? Je veux dire, nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Égypte après toutes ces années. Là où, il y a des décennies, le gouvernement égyptien a signé un accord de paix avec Israël, mais la rue en Égypte est restée fortement anti-israélienne, antisémite. Les médias, les écoles, tout. C'est ce qui m'inquiète. Aussi, nous savons que le plan en 20 points du président Trump, de toute façon, inclut une clause concernant une voie vers la création d'un État palestinien. Et nous avons toujours été d'accord avec cela car toutes les conditions imposées aux Palestiniens pour obtenir la reconnaissance de leur État, nous le savons. Ils ne respecteront pas cela, ils ne le peuvent pas parce que cela ne fait pas partie de leur idéologie. Ils ne vont pas se réformer et ils ne vont pas, vous savez, donc nous savons que cela n'arrivera pas. Et nous savons qu'Israël, la plupart des Israéliens sont arrivés à la conclusion après le 7 octobre que cela n'arrivera jamais. Peut-être dans 1000 ans, quand toi et moi serons morts depuis longtemps. D'accord, nous le savons. Mais
Comme je l'ai dit, il faut faire attention à ne pas trop s'emballer à propos de la paix avec nos voisins arabes, alors qu'en réalité, comme tu le dis toujours, c'est un intérêt mutuel. C'est très bien. Mais je n'appellerai pas forcément ça la paix. Si la façon de calmer la rue, c'est de faire un clin d'œil et de dire qu'Israël se comporte mal à Gaza, La seule véritable rue dont les dirigeants en Arabie saoudite doivent se préoccuper, c'est le peuple saoudien. Et ici, parce que les Américains mettent tous ces avantages sur la table, pacte de défense, F-35, 300 chars, modernisation de la relation militaire, tout cela réuni. Que ce soit le réacteur ou la coopération nucléaire, ce n'est pas clair pour moi à ce stade. Mais ils peuvent présenter cet accord à leur peuple, diront-ils. Cela rend l'Arabie saoudite plus forte et plus sûre, et nous pouvons mieux nous protéger. Et nous avons également renforcé notre relation de sécurité avec les États-Unis. Ce sera leur argument pour convaincre leur peuple que l'accord est bon pour l'Arabie saoudite. Sur l'autre question que vous avez soulevée, à savoir que ce ne sera pas une vraie paix, soyons honnêtes, la paix repose souvent sur des intérêts politiques personnels. Et je veux insister sur la raison pour laquelle il est dans l'intérêt d'Israël d'aller de l'avant sur ce sujet, parce que je pense que nous l'avons dit il y a quelques mois dans ce podcast. Signer un accord avec l'Arabie saoudite n'est pas simplement en conclure un avec un autre État arabe. L'Arabie saoudite occupe une position particulière dans le monde arabe. L'Arabie saoudite a un rôle unique dans le monde arabo-musulman. Elle est la gardienne des deux lieux saints musulmans de la Mecque et de Médine. Et si les Saoudiens avancent vers Israël, s'ils normalisent leurs relations, cela ne s'arrêtera pas là. D'autres pays arabes et musulmans suivront le mouvement, des pays importants comme l'Indonésie ainsi que d'autres pays. Et si cela arrive, ce sera un véritable bouleversement. Je dirais, Routi, que vaincre le Hamas signifie le battre militairement à Gaza en menant cette guerre. Nous les avons détruits, décapité leur direction et anéanti leur machine militaire. Mais la défaite politique ultime pour le Hamas, à mon avis, la défaite politique ultime pour eux, c'est qu'un pays comme l'Arabie saoudite reconnaisse Israël, fasse la paix avec Israël, normalise ses relations avec Israël. Parce que lorsqu'un pays avec les références islamiques, comme l'Arabie saoudite, fait la paix avec Israël, c'est le pire cauchemar du Hamas. je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au fait, quand vous dites des choses comme il doit encore le vendre à son peuple, ne nous leurrons pas sur le genre de royaume dont il s'agit. D'accord. Le vendre au peuple, comme en démocratie, comme s'il se présentait à une élection. Non, c'est le prince héritier. Mohammed Ben Salman est un prince héritier. C'est vrai. Il le dit. Vous savez, il modernise l'Arabie saoudite. Donc, vous savez, il y a 5 minutes à peine, il a autorisé les femmes à apprendre à conduire. D'accord? Et peut-être que dans 10 ans, il permettra aux femmes de sortir de chez elles sans être accompagnées d'un homme. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur qui sont les Saoudiens. Vous savez, on passe beaucoup de temps à dire que le Hamas sont des barbares, et ils le sont certainement. Et Fatah aussi. Même si tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, ce que j'essaye de dire, c'est de le reconnaître. As-tu une illusion sur le genre de régime que tu as là-bas? Ou si quelqu'un est surpris en train de voler, on lui coupe les mains? Juste toi, ce n'est pas ce genre. Comme je l'ai dit, les intérêts, c'est bien, mais il faut toujours garder l'œil sur la balle. Avec des régimes qui se comportent ainsi, ils sont barbares. Même si Mohammed Ben Salman est très raffiné et qu'il sait comment parler à l'Occident, mais ce n'est pas un pays occidental. D'ailleurs, ce n'est pas que j'ai tant d'amour en ce moment pour les pays occidentaux. Je voudrais aussi souligner quelque chose de très ironique concernant le vote du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en faveur de la résolution menée par les États-Unis de Donald Trump sur le plan en 20 points que l'Organisation des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité. Ce qui est ironique, c'est que dans ce plan, il est dit qu'il y aura une voie vers la création d'un État palestinien. Rappelez-vous maintenant tous ces pays à l'Organisation des Nations Unies qui ont annoncé qu'ils reconnaissaient déjà un État palestinien. Je parle des pays occidentaux, bien sûr. Donc, s'ils ont signé cela, ce qu'ils disent, c'est qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas d'État palestinien. Il y a une voie vers un futur État. Donc, tout ce qu'ils font, c'est en quelque sorte saper leur propre déclaration récente
sur le fait qu'il l'appelle la Palestine. Et tu parles de tous ces pays à l'Organisation des Nations Unies. C'est donc assez ironique pour moi. Et aussi, le bon signe, c'est que le Hamas est contre la résolution et contre le plan. Donc c'est comme si le Hamas est contre, c'est probablement une bonne chose, et je pense qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans. J'aimerais À soulever la question que ces mêmes gouvernements qui reconnaissent la Palestine votent maintenant pour une résolution qui dit qu'à l'avenir, il pourrait y avoir, s'ils remplissent certaines conditions, un État palestinien. Je pense que c'est typique de l'Organisation des Nations Unies de l'hypocrisie diplomatique. et nous n'avons pas à nous en préoccuper. Qu'est-ce que c'est? C'est la norme. Un comportement normal. Oui, je souhaite souligner qu'on a abordé des questions très sérieuses en Israël. Beaucoup craignent que les Saoudiens reçoivent du matériel militaire américain avancé, notamment des F-35, ce qui inquiète particulièrement en Israël. Ils étaient mécontents quand il semblait que les Émirats allaient l'obtenir. Finalement, les Émirats ne l'ont pas eu pour diverses raisons, mais l'idée que les Saoudiens puissent obtenir ce type d'équipement américain de pointe, il y avait des inquiétudes concernant la coopération nucléaire et ainsi de suite, mais je veux donner mon avis sur cette question, d'accord? Je pense qu'il incombera aux États-Unis, s'ils vont de l'avant et s'ils vendent tout cet équipement américain à l'Arabie saoudite. Il y a une loi du Congrès qui remonte à plusieurs années maintenant qui concerne le QME. C'est une garantie des États-Unis de donner à Israël de maintenir l'avantage militaire qualitatif d'Israël. En d'autres termes, nous sommes moins nombreux et plus petits que la plupart de nos États voisins dans notre région. Quel est le mot? Nous sommes souvent surpassés en armement. Nous devons privilégier la qualité sur la quantité, engagement pris par les Américains, et les F-35 donnent à Israël un énorme avantage qualitatif dans les airs. Vous savez, si les Saoudiens sont censés obtenir cet équipement via un accord de normalisation avec Israël pour la paix, j'espère, et le gouvernement israélien devrait vraiment insister pour qu'Israël obtienne une compensation technologique adéquate afin de renforcer et maintenir notre supériorité militaire qualitative, QME. Je pense que les Américains devraient envisager de nous donner cela. Non, je ne viens pas de l'armée de l'air. Une liste de souhaits israéliennes pourrait inclure le bombardier B-2, très efficace lors des attaques contre ces bombardiers en Iran. Si Trump veut vendre du matériel tout en préservant notre QME, il peut le faire. Non, absolument. Mais ici, n'oubliez pas que Trump c'est bientôt, ce n'est pas la fin de son administration. Bien sûr, il lui reste encore 2 ans et demi à faire. Nous ne savons pas quelle administration sera au pouvoir à Washington dans 2 ans et demi. Est-ce que ce sera une administration républicaine? Est-ce que ce sera une administration républicaine du camp isolationniste? Est-ce que cela viendra du camp Trump, plus favorable à Israël? Est-ce qu'il y aura un président démocrate? Toutes ces choses en politique mondiale, vous savez, 2 ans et demi, ce n'est rien. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec toutes ces promesses de Trump envers Israël, c'est une chose. L'autre chose, c'est, vous savez, le besoin. Le besoin d'Israël d'un avantage militaire qualitatif suppose déjà la guerre. Cela signifie qu'Israël sait qu'il doit le faire dans cette région. Il doit toujours être prêt à se défendre, car il est entouré d'ennemis. Maintenant, si la paix éclate partout et si l'Arabie saoudite rejoint les accords d'Abraham et que d'autres pays suivent, théoriquement, pourquoi en auriez-vous besoin? Pourquoi avez-vous besoin de tous ces bombardiers furtifs et de tout ce matériel? Parce que cela signifie que tout le monde reconnaît tacitement et ouvertement que le Moyen-Orient n'a pas la paix, il a juste un calme entre les guerres. Et vous savez, donc mon sentiment, c'est que d'accord, tout cela est bien beau. Mais si nous avons besoin d'un avantage militaire qualitatif et que nous devons le garantir, c'est parce que nous savons qu'il n'y aura pas de paix. Pas avant longtemps, pas pour toujours. Ce n'est pas normal, ce n'est pas comme même après la Seconde Guerre mondiale où l'Allemagne, vous savez, est en paix avec ses voisins et avec l'Amérique. Au Moyen-Orient, évidemment, personne n'y croit vraiment. Ruthie, j'ai un point de vue différent, comme tu le sais, parce que je pense que les deux vont de pair. Je crois en la paix grâce à la force, comme l'ont affirmé plusieurs présidents américains, mais tu obtiens la paix en prouvant ta capacité à te défendre.
Aucune contradiction à dire qu'Israël veut la paix avec ses voisins tout en maintenant sa supériorité militaire qualitative. Elles vont de pair. Ta capacité à être fort, en réalité, dissuade la guerre et aide à maintenir la paix. Je pense que c'est un élément crucial. Donc, encore une fois, je ne vois aucune contradiction dans ce que tu dis sur ce point plus large. Nous vivons dans une région où la politique est un peu, il n'y a pas de démocratie autour d'Israël. Et il y a, nous vivons entourés de divers régimes, totalitaires, féodaux, etc., dans notre voisinage. Certains sont simplement de vieilles autocraties militaires à l'ancienne. Oui, des dictatures militaires. Mais Ruti, tu viens de dire qu'on ignore ce qui se passera en Amérique après le mandat de Trump. Dans 3 ans et demi, c'est positif. Nous ignorons ce qui adviendra en Amérique ou chez nos voisins. Mais si tu pars du principe qu'on ne peut pas faire la paix avec nos voisins parce qu'ils ne sont pas démocratiques, alors nous ne ferons la paix avec aucun car aucun de nos voisins n'est démocratique. Soyons francs, c'est la réalité. Et si tu dis d'accord d'avant, tu as dit, tu sais, les femmes en Arabie saoudite ont peu de droits, elles peuvent conduire, mais ne peuvent sortir sans tuteur, etc. Je ne connais pas les détails, je ne suis pas ça de près, mais si Israël attend que nos voisins deviennent des démocraties occidentales, la paix tardera longtemps. Il y a une part de réel politique, c'est savoir ce qui est possible et faire au mieux avec les cartes qu'on a en main. Maintenant, nos voisins sont nos voisins. Voulons-nous vivre avec eux en guerre ou voulons-nous vivre avec eux en paix? Et s'il est possible de vivre en paix avec eux, c'est évidemment mieux. Je veux aussi dire quelque chose. Je suis allé à l'un de ces dialogues de second niveau il y a quelques mois entre des Israéliens et des membres de pays arabes. Et il y avait un Saoudien là-bas qui a dit de façon très intéressante quelque chose comme ceci. Il a dit que tout l'Occident, il ne parlait pas d'Israël. Il disait que l'Occident fait pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle se réforme, fait pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle adopte des réformes démocratiques. Eh bien, l'Arabie saoudite est en train de se réformer, l'Arabie saoudite progresse selon lui, et il y a eu des changements à bien des égards. Sous Mohammed Ben Salman, l'Arabie saoudite s'est ouverte et est devenue plus libérale en interne, mais cela reste malgré tout un régime très autoritaire. Et ce Saoudien disait: si vous ouvrez le régime politique, si vous changez le système politique, vous n'aurez peut-être pas la stabilité nécessaire pour mener ce type de réformes progressives. Réformes économiques, réformes sociales, réformes religieuses. En d'autres termes, peut-être devrions-nous accepter nos voisins tels qu'ils sont et travailler avec eux du mieux que nous pouvons. Non, absolument. Je ne dis pas que vous ne devriez pas travailler avec eux, je dis simplement de ne pas fantasmer sur une grande paix. Maintenant, je dois dire, au nom des Émirats arabes unis, qu'au moins après avoir signé les accords d'Abraham, nous avons vu un véritable changement. Nous avons vu leurs efforts pour encourager le tourisme israélien. Ils ont même ouvert des restaurants kasher, des choses comme ça. D'accord, ça c'est déjà. La preuve était là et ils ont vraiment agi en ce sens jusqu'au 7 octobre. Dès que nous avons été sous une attaque massive de, soyons honnêtes, leurs propres ennemis aussi. Comme tu le dis, les accords d'Abraham, ces pays sont anti-Hamas. Mais néanmoins, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion pour dire que nous commettions des atrocités. Et donc, cela était préoccupant. Maintenant, l'Arabie saoudite, c'est une autre histoire, parce que l'Arabie saoudite n'est pas du tout aussi moderne que les Émirats arabes unis, par exemple. Et Mohammed Ben Salman est Mohammed Ben Salman. Oui, il a reçu une éducation très occidentale et connaît l'Occident, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un occidental. Et je ne dis pas que vous devez faire cela. Vous ne pouvez pas conclure d'accord avec vos voisins. Bien sûr que si, vous le pouvez. Je dis qu'on ne peut pas leur faire confiance, comme on l'a vu après le 7 octobre. Et nous avions déjà un avantage militaire qualitatif. Regardez ce qui s'est passé. Ça a pris 2 ans et ça continue encore. Il a fallu 2 ans pour que nous nous retrouvions à jouer à la taupe avec des ennemis venus de partout. Et c'était l'axe iranien. Mais est-ce que l'autre axe, l'axe anti-Iran, a aidé Israël? Pas vraiment. Il attendait simplement de voir qui sortirait vainqueur. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ces pays-là. L'autre aspect délicat de tout cela, c'est que, vous savez, l'Iran
Quand le Shah d'Iran était au pouvoir, il a commencé à réformer l'Iran. Il était détesté pour son style de vie opulent et tout ça, mais en réalité, il aimait l'Occident, il aimait les films occidentaux et il était en train de réformer. Et cela a ouvert la porte, ironiquement. Malheureusement, ces réformes ont ouvert la porte à l'ayatollah Khomeini, permettant aux islamistes radicaux de prendre le pouvoir. D'accord. Donc, c'est une autre chose qui peut se produire dans un pays comme l'Arabie saoudite. Les réformes peuvent aussi se retourner contre leurs auteurs de cette manière. Je dis juste que je craindrais qu'Israël ne conserve pas son avantage militaire qualitatif. Même quand nous l'avions, tu parlais de paix par la force. Regarde le 7 octobre et après. Je ne parle pas seulement de ce jour-là, quand le Hamas a envahi Israël. Le Hamas est une petite organisation terroriste minable. Je parle de la région au sens large et des Frères musulmans, qui sont une organisation massive à l'échelle mondiale. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai été extrêmement déçu par le comportement de nos partenaires des accords d'Abraham après le 7 octobre. Ils auraient dû soutenir Israël sans réserve puisqu'ils savaient que c'était l'axe de l'Iran et sont ennemis de l'Iran. Et pourtant, quand il s'agit des Juifs, ils ne sont pas si pressés d'intervenir et soutenir Israël comme État juif ou les Juifs dans le monde. Et j'ai dit, tout ce que j'ai dit, c'est que nous ne devons pas nous faire d'illusions. Je ne me fais aucune illusion, Ruti, mais je regarde aussi le verre à moitié plein. Parce que tu peux dire à juste titre que les pays des accords d'Abraham ont critiqué la gestion de la guerre par Israël. Je crois que les Saoudiens et d'autres ont même accusé Israël de génocide. Comme certains de nos anciens amis européens dirent la même chose, oui, mais permettez-moi de vous rappeler ce qui suit. Vous savez, quand les compagnies aériennes françaises, britanniques, autrichiennes et allemandes ne volaient pas vers Israël, il y avait des vols quotidiens chaque jour des Émirats arabes unis vers Israël. Et retour, leur trafic aérien reste ouvert. 1 ou 2 jours ont été exceptionnels en raison de violents combats avec l'Iran ou autres durant la guerre de 12 jours. Mais dans l'ensemble, les Émirats arabes unis et les autres pays des accords d'Abraham étaient bien plus solides dans la relation que certains de nos amis traditionnels, entre guillemets. Et cela doit être dit. Et si vous parlez spécifiquement des Saoudiens maintenant, je ne connais aucun secret militaire. Je suis trop longtemps hors du gouvernement pour connaître des secrets militaires. Oui, mais je sais ce qui a été rapporté dans la presse internationale, et il a été rapporté par des sources très autorisées que pendant la guerre avec l'Iran, pendant les récentes vagues de combats avec l'Iran, et surtout pendant la guerre de 12 jours, les Saoudiens apportaient une assistance directement à la coalition anti-iranienne. Donc s'ils votent contre moi à l'Organisation des Nations Unies, mais m'aident à gagner la guerre contre l'Iran. Et puis, bien sûr, il y a eu les opérations israéliennes contre les Houthis au Yémen. C'est exact, sur le territoire saoudien. Des rapports évoquent des vols d'avions de l'armée de l'air israélienne, mais j'ignore leur véracité. Mais le rapport disait qu'ils survolaient l'espace aérien saoudien, que les Saoudiens aidaient à faciliter les opérations israéliennes. Donc je pense que même dans une situation de non-normalisation, c'est possible. En lisant la presse internationale, on peut supposer qu'Israël et l'Arabie saoudite ont une coopération concrète et mutuellement bénéfique. Et c'est tout ce que je dis. En ayant une normalisation, on pourrait probablement élargir cela. Est-ce que cela signifie que les Saoudiens vont toujours voter avec nous à l'Organisation des Nations Unies? Non, ils ne le feront pas. La plupart du monde ne le fait pas. Seront-ils mieux placés pour aider Israël à devenir plus fort et sûr dans la région? Cela renforcera-t-il l'axe anti-iranien? Est-ce que cela aidera à renforcer les forces qui sont contre les Houthis et Hizb Hamas? Oui, oui et oui. Et donc, je pense que c'est une voie qui mérite d'être suivie. Je ne pense pas, vous savez, j'ai les yeux grands ouverts. Je comprends les limites, je comprends le type de régime en Arabie saoudite, je comprends qu'il doit y avoir une partie du monde arabe et musulman, je comprends. Sachant tout cela, je pense que nous faisons déjà beaucoup ensemble, discrètement aujourd'hui. Nous pourrons agir plus ouvertement après la normalisation. Je pense que cela peut être avantageux pour Israël. Je pense que cela peut aussi être avantageux pour l'Arabie saoudite. Il y avait une question qui me dérangeait, c'était les discussions à l'époque où Biden était encore président, selon lesquelles les Saoudiens voulaient l'enrichissement nucléaire
dans le cadre de l'obtention d'un programme d'énergie nucléaire de l'administration Biden dans le cadre de la paix avec Israël. Certains pays arabes ont des réacteurs nucléaires, mais aucun ne peut enrichir l'uranium. L'Arabie saoudite justifie ce besoin par le fait que l'Iran possède aussi l'enrichissement. D'accord, c'est très intéressant. Je lis entre les lignes ici et peut-être que je devine, mais je n'ai pas le choix, Ruti. Personne n'a parlé d'enrichissement lors de cette récente visite à la Maison-Blanche, du moins pas publiquement. Aucune information sur l'enrichissement n'a été communiquée à la presse et les Saoudiens n'en parlaient pas. Est-ce possible? Parce que pendant la guerre de 12 jours, Israël et les États-Unis ont détruit le programme nucléaire iranien, que les Saoudiens sont moins sous pression pour avoir leur propre capacité d'enrichissement. Peut-être que c'est un autre résultat indirect ou direct de la guerre contre l'Iran. Eh bien, je serais certainement d'accord. Ils ressentent probablement que c'est moins urgent, mais ils parlent d'énergie nucléaire, pas d'enrichissement. D'accord, mais c'est la première étape, donc il faut encore faire attention. Et oui, les Saoudiens et Israël travaillent en coulisses, coopèrent en coulisses depuis un certain temps déjà. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Vous savez, on disait toujours comment on saurait que l'autorité palestinienne s'était réformée. Je n'aime pas les appeler Palestiniens, car ce sont en réalité des Arabes vivant en Judée, Samarie et à Gaza. D'accord, mais ce qu'on disait toujours depuis des décennies, on disait que le moment, et ça a commencé à l'époque d'Arafat, au moment où ils disent The Wing at Wing, soit à Washington, c'est à ce moment-là que nous voulons les entendre. Qu'ils le disent en arabe à leur propre peuple, dans leur propre langue, pas seulement pour satisfaire Washington ou quelqu'un d'autre. Et même si de nos jours, on peut traduire n'importe quelle langue en n'importe quelle autre très facilement en appuyant simplement sur un bouton. Il y a quand même une différence entre ce que Mohammed Ben Salman dit à Washington et ce qu'il dit en arabe. Et voilà, et quand on peut avoir confiance en cela, il y a du changement dans l'air. Le vrai changement, c'est quand on entend les dirigeants du monde arabe s'adresser à leur propre peuple en arabe à propos de ces questions et des réformes. C'est à ce moment-là qu'on peut dire « Waouh, il y a des vents de changement qui soufflent ». Donc je suis d'accord, et il y a déjà le début de ces vents de changement, des vents de changement positifs. Nous l'avons vu. Je pense que tu serais d'accord. Aux Émirats arabes unis, leurs discours sur les Juifs et leur lutte contre l'extrémisme dans les mosquées et universités sont des changements très positifs. Aussi à Bahreïn, aussi au Maroc, des pays où ils ont des discussions sérieuses sur les Juifs, la Shoah et la création d'Israël. Et ce genre de mythes antisémites qui existaient auparavant, qui faisaient partie du discours public, ils ont été discrédités. Je ne dis pas qu'ils ont totalement disparu. Bien sûr, ils existent dans certaines parties de la société, mais comme gouvernement ou société officielle, ils sont à un autre niveau. Je pense que l'Arabie saoudite devrait servir d'exemple. Il sera aussi important pour Israël de voir si nous progressons avec elle. J'espère que nous y parviendrons et je pense que c'est possible. Nous devons examiner, comme vous le dites, comment ils parlent à leur propre peuple des Juifs d'Israël. Je veux dire, au final, Ruti, je ne suis pas un expert du livre saint musulman. Sur le Coran, oui, mais le Coran parle de Mahomet se battant avec des tribus juives dans la péninsule arabique. D'accord, maintenant tu peux dire. D'accord. Si tu veux être antisémite, tu dis que c'est un signe que Mahomet a dû combattre les Juifs parce qu'ils étaient des gens terribles. Oui, mais cela peut aussi être un signe que, en réalité, les Juifs remontent à des siècles au Moyen-Orient et qu'ils faisaient authentiquement partie de la région. Toute l'idée selon laquelle nous serions une sorte de colonisateurs étrangers venus d'ici et que, tu sais, nous n'avions aucun droit d'être ici, aucune racine ici. C'est absurde, non? C'est écrit dans leurs livres sacrés. Si on a des discussions plus sérieuses, je suis d'accord et je regarderai. Je veux un accord avec l'Arabie saoudite, peu importe les conditions, enfin presque, mais je souhaite vraiment cet accord. Israël peut prendre des risques pour obtenir cet accord. Une fois l'accord signé, je serais curieux de voir si l'Arabie saoudite suit l'exemple des Émirats arabes unis. Nous voyons ce type d'éducation pour la paix, la coexistence et la compréhension. Ou si c'est plus comme l'Égypte, malheureusement notre plus ancien partenaire de paix, où l'on retrouve malheureusement beaucoup de contenus antisémites et anti-israéliens dans leur système éducatif. On se demande alors, pourquoi mon peuple est-il hostile à la paix? Parce qu'on lui apprend à l'être.
Eh bien, évidemment, mais l'Égypte, ce n'est pas seulement ça. Les Égyptiens sont très antisémites et on le voit encore dans leurs dessins animés et vous savez, dans toute leur culture, on le voit. Ce n'est pas seulement ça. Nous avons également découvert que l'Égypte était complice dans l'armement et le réarmement du Hamas. Et même à ce jour, il y a des drones qui passent de l'Égypte vers Gaza avec des armes. Alors, en quoi est-ce ironique? L'Égypte déteste tellement les frères musulmans qu'elle refuse tout Gazaoui sur son sol et ferme la frontière. Et elle n'a pas aidé l'Égypte qui accusait Israël de commettre un génocide et d'attaquer injustement les femmes et les enfants à Gaza, n'a rien fait non plus. L'Égypte les a-t-elle accueillis? Non. L'Égypte les a-t-elle laissés entrer, même dans l'immense désert du Sinaï? Non. D'accord, mais cela ne les empêche pas d'envoyer des armes à Gaza, tout en servant de médiateur, vous savez, pour la libération des otages. Et c'est la même chose avec le Qatar. Le Qatar était un médiateur et complice dans toute cette affaire, dans tout le massacre, dans tout. Donc, vous savez, il négociait la libération des otages et il soutenait le Hamas. C'est ce que je veux dire, vous voyez, être. Il faut faire attention à qui vous appelez vos partenaires, même pour quelque chose qui ressemble à la paix. Et oui, leurs intérêts. Et oui, l'Arabie saoudite, comme je l'ai dit, vous savez le problème avec l'Arabie saoudite. Écoutez, récemment, l'Arabie saoudite organise ce festival annuel de comédie sur la place où ils avaient l'habitude de décapiter les gens. Peut-être qu'ils le font encore, je ne suis pas sûre, mais on l'appelait la place de la décapitation. Et à Riyad, où ils ont invité et payé beaucoup d'argent à des humoristes américains pour venir se produire dans un club de comédie. Et beaucoup de ces humoristes, ils ont pris l'argent et ils sont allés. Mais pourquoi cela posait-il problème? Les humoristes. Tout semblait bien. Les Saoudiens étaient ravis d'entendre cela. Ces humoristes se moquent de l'Amérique, se moquent de Trump, se moquent des homosexuels et des droits des femmes. Et tout ça parce qu'ils sont drôles. Ces humoristes détestent le wokisme. Mais devine quoi? Ils ont dû signer avant d'accepter d'entrer en Arabie saoudite que la seule chose sur laquelle ils n'avaient pas le droit de plaisanter, c'était le régime saoudien. Tu sais, c'est comme cette vieille blague sur le soviétique et l'américain. L'américain disait, tu sais, je vis dans un pays tellement libre. Je peux me tenir sur la pelouse de la Maison-Blanche et dire, au diable le président, aux États-Unis. Et le soviétique disait, quel hasard. Je peux aussi me tenir sur la pelouse du Kremlin et crier « Au diable le président des États-Unis ». C'est tout ce que je veux dire ici. Vous savez, méfiez-vous de toutes ces réformes. Et Mohammed Ben Salman, comme je l'ai dit, c'est un homme très élégant. Vous savez, Trump a dit qu'il est très beau ou autre et il sait de quoi il parle. Mohammed Ben Salman, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ne vous y trompez pas. Quelles que soient les réformes qu'il met en place, elles avancent à un rythme d'escargot. En ce qui nous concerne, vous savez, il est même interdit de plaisanter sur le régime. Nous manquons de temps. Je rappelle que vous avez dit que la réforme dans ce type de pays doit se faire avec prudence. Comme vous avez cité l'exemple de l'Iran et du Shah, peut-être que si les réformes avaient été menées plus prudemment, le régime de l'ayatollah n'aurait jamais vu le jour. Donc, juste pour y réfléchir, je veux aussi dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne veux pas blanchir les Égyptiens, mais je fais une distinction entre le Qatar et les Turcs qui ont une affinité idéologique avec le Hamas, les frères musulmans et ce genre de groupe, et les Égyptiens qui étaient complices en permettant au Hamas de se réarmer. Je ne crois pas qu'ils le faisaient vraiment eux-mêmes. Bref, tous fermer les yeux ou accepter des pots de vin, etc. Et cependant, comme vous l'avez dit, ils n'aiment ni les frères musulmans, ni le Hamas en Égypte. L'Égypte est-elle amie d'Israël? Nous avons un traité de paix, mais la relation pourrait être bien plus chaleureuse. Ce n'est pas parce que les Égyptiens l'ont choisi ainsi, c'est un sujet et un problème. Comme notre temps est écoulé, nous devons nous dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine. Ruthie, tu es désormais notre correspondante en Amérique du Nord. La semaine prochaine, tu pourras peut-être nous dire ce qui se passe à la Maison-Blanche. D'ici là, prends soin de toi. D'accord, Marc. Hâte de te revoir la semaine prochaine.